Hello to everybody. Bonsoir, je m'appelle Andrus, je viens d'Estonie, ce qui est très au nord, très loin d'ici. C'est très proche de la Finlande et également d'autres pays baltiques comme la Lituanie, l'Estonie et bien entendu la Russie. Mais avant de commencer, j'aimerais que certains de ceux qui sont à l'arrière se rapprochent. Comme ça, on ne va pas regarder si on vous voit, Jerry et Charlotte particulièrement. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher sur les rangs vers l'avant? L'Estonie est donc un pays en soi-même qui a une population de 1,4 million d'habitants, donc c'est assez petit, un tiers de la population est russophone et donc nous sommes tout à fait dans l'objectif du régime russe aujourd'hui. Mais ce n'est pas vraiment le sujet qui m'occupe aujourd'hui, je dois dire. Personnellement, je viens d'un tout petit village, Olvidace, qui a environ 2000 habitants. J'ai étudié à Tallinn, la capitale de l'Estonie, également à Lucerne, en Suisse, et avec mon partenaire Ivo, j'ai lancé le cabinet d'architecte Coco il y a à peine 12 ans de cela, donc ça fait pas très longtemps. Je vais donc ce soir vous parler de 4 projets. Des projets de transformation, en fait, dans l'architecture contemporaine et ce dont on a besoin pour pouvoir ainsi le réaliser. La première photographie que je vous montre ici, bien entendu, ne vient pas d'Estonie, elle ne vient pas non plus de Paris. Cette photo est tirée en fait, c'est une image de Jérusalem. C'est une photo du 19e siècle. Environ 1885. Donc c'est une photographie, disons, du début des daguerréotypes. Et ce que l'on voit ici, c'est l'église du Saint-Sépulcre. C'est l'église la plus sacrée de toute la chrétienté. C'est le lieu où Jésus est monté au ciel, finalement. Mais il y a quelque chose de particulier dans cette église. Il y a un détail très spécifique, et ce détail se trouve exactement au centre de l'image. C'est cette échelle. L'histoire remonte il y a environ 200 ans et personne n'en sait vraiment l'histoire. Et l'histoire est liée à la chrétienté. Les 6 ordres de la chrétienté devaient se mettre d'accord pour apporter des modifications à cette église. Et une fois que l'on est parvenu à cet accord, on a eu quelques réparations sur la fenêtre et on a laissé l'échelle. Et lorsqu'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il ne fallait absolument rien changer, eh bien, on a également laissé cette échelle. Et ici, voilà. Lorsque l'année dernière, je me suis rendue à Jérusalem, j'ai pris cette photo et j'ai vu que l'échelle était toujours là. Je vous raconte cette histoire parce que lorsque on a un patrimoine, on en hérite et que l'on y touche, eh bien, il faut que tout le monde doit se mettre d'accord. Et lorsqu'on vous dit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être changées, eh bien, on ne peut pas les changer. Je crois que c'est un des éléments les plus essentiels pour comprendre vraiment le centre de nos idées qui nous permettent d'avancer et qui fait que tout le monde vous croira finalement. Voilà encore une image de Jérusalem. Comme vous pouvez le voir, c'est donc l'église du Saint-Sépulcre. Et ma première histoire est celle de la maison Falle à Tallinn, qui est une ancienne usine de cellulose, une ancienne imprimerie. Le bâtiment que nous avons transformé ne représente qu'une partie de cette usine. En fait, c'était le centre où il y avait comment dirais-je, la chaudière. C'était énorme. Et c'était un bâtiment qui s'est développé sur 3 siècles. C'était un endroit tout à fait parfait pour une papeterie. Elle se trouvait entre un lac et la mer, sur le bord d'une rivière. Donc c'est une petite imprimerie ou papeterie, plus exactement, usine à papier. Et puis elle s'est développée jusqu'à produire un tiers du papier dont avait besoin l'Empire du Tsar.
Mais à travers les siècles, l'usine réellement n'était pas très appréciée ni très populaire dans la ville. Et au début du XXe siècle, il y avait des garnisons militaires aux alentours qui ont porté plainte. Cela a été même porté devant les tribunaux et qui ont déclaré que l'usine n'était pas bonne pour la ville et qu'elle devait être déplacée en raison des émanations de sulfure et d'odeurs qui se propageaient, qui dérangeaient la pensée, la vie, les actions militaires de ces garnisons. Et donc, messieurs les jurés, messieurs les juges, faites la déplacer. Eh bien, ce qui s'est produit, c'est exactement le contraire. En fait, l'usine disposait de si bons avocats que la décision a été que les soldats devaient se rendre tous les samedis à l'usine et respirer les émanations de sulfure parce que c'était bon pour les maladies pulmonaires. Donc, au début du XXe siècle, et il en a été ainsi jusqu'à la dernière décennie du siècle dernier. Voilà une photo tirée des années 70. Si vous voyez ici les grumes de bois qui vont jusqu'à l'horizon. Le bois était donc importé de pays voisins. Ils arrivaient par train. Et également, l'usine utilisait un tiers de l'eau qui était destinée à la ville de Tallinn, évidemment avec beaucoup d'émanations de fumée. Lorsque, à la fin, disons, de la Deuxième Guerre mondiale et que l'Estonie a été occupée par les forces soviétiques et le régime soviétique, voilà, c'était une époque assez difficile. Ici, vous voyez une image qui est tirée des années 50, au sein même de l'usine à papier. Les gens étaient si pauvres que la mariée ne pouvait même pas se payer une robe de mariée. Et ici, vous voyez, elle est habillée d'une robe faite de papier. Lorsque l'Union soviétique a eu 50 ans. Vous voyez l'usine ici, en 1972, de 1922 à 1972. Il y avait déjà des fenêtres qui étaient brisées. Vous voyez des trous ouverts, béants, plutôt que des fenêtres. Lorsque j'ai demandé à l'un des anciens ouvriers pourquoi il en était ainsi, il nous disait « Mais pourquoi? Où était le problème finalement? La chaudière était tellement chaude que, eh bien, il faisait toujours 20 degrés, alors que quand il faisait 20 degrés à l'extérieur, eh bien, tout ça, c'était bien. Et lorsqu'il faisait moins de 20 degrés, eh bien, il bouchait les fenêtres avec du papier. Ça allait bien. Mais il y a une photo du modèle, de la maquette de l'usine. Vous voyez, c'était tout à fait énorme. C'est en fait la route principale qui permet d'entrer dans la ville et le bâtiment qui abritait la chaudière était le principal. Ma première relation avec cette usine, c'est en 1995. Et nous étions l'usine était donc presque en faillite. Moi, j'étais un artiste contemporain. J'y ai fait des expositions, des installations, des performances ici. Et donc, j'ai utilisé cette usine vide. J'ai pris des photos. J'étais fascinée par les images qu'elle nous renvoyait. Et j'ai donc fait une exposition. Elle s'appelait Le Purgatoire, le lieu entre le ciel et l'enfer. Lorsque l'on n'est pas suffisamment bon, on passe par le purgatoire. J'ai créé toute une histoire autour de cela en tant qu'artiste conceptuel, parce que chaque espace est un lieu dans le purgatoire. Et j'ai demandé à des personnes de m'accompagner pour faire ces photos. C'est une exposition qui a eu beaucoup de succès, qui a été itinérante à travers l'Europe. Et puis, j'ai été invitée dans une petite ville, Norma, près de la frontière russe. Et alors, j'ai pensé que la population de Norma ne comprenait pas l'art contemporain et mes images ne signifiaient rien. Et toutes les personnes qui vivaient dans cet environnement, qui sont propres, qui ressemblent à un environnement qui ressemble à cet environnement. Et j'ai été donc inspirée par un artiste tout à fait inconnu, Victor, qui faisait des
photos particulières, des photos qui sont encadrées. Il y a un triangle ou un cercle ou un carré. Il y a un texte en dessous, une sorte de légende en dessous. Et donc, où il est écrit, regardez cette image pendant quelques instants et votre cœur sera apaisé. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait donc une exposition d'images rassérénantes. Donc ici, le disque magnétique de ces disques souples que l'on avait, c'est-à-dire des anneaux magnétiques qui semblaient tout à fait curieux devant ces photographies que l'on voyait, qui irradiaient ainsi une sorte d'énergie, de guérison. C'est-à-dire qu'il suffisait de regarder ces images pendant quelques instants et bien entendu, on se sentait mieux. C'était mon interprétation pour amener les gens du quotidien à l'art contemporain de façon à ce qu'ils regardent ces images et qu'ils y trouvent une certaine beauté dans ces structures, alors que l'on pourrait penser que cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Que c'est des structures qu'il faudrait démolir, qu'il faudrait détruire, peut-être pas d'ici un an, mais demain peut-être. Donc, effectivement, dans une certaine mesure, eh bien, le président d'Estonie se sentait extrêmement gêné par ces bâtiments qui étaient en ruine et qui est là, juste entre la ville et l'aéroport. Et à chaque fois qu'il recevait des invités de haut niveau, eh bien, il fallait expliquer, leur donner une petite histoire à propos de cette usine à papier, de façon à ce qu'ils la regardent autrement et qu'ils ne pensent pas que Tallinn était vraiment laide lorsque l'on rentrait dans la ville, parce que la vieille ville de Tallinn est vraiment magnifique. Voilà les images telles qu'on pouvait les voir alors depuis la route. Et puis est arrivée la faillite en 1994. Pendant 10 ans, les gens se sont demandé qu'est-ce qu'on allait en faire. Est-ce qu'on doit les détruire? Non, parce qu'évidemment, c'était fait en calcaire. Et donc, cela faisait partie du patrimoine. Le patrimoine, et donc, c'était presque un symbole, n'est-ce pas? C'était, disons, c'était un patrimoine qui était perdu pour tout le monde. Et vraiment, ici, on ne savait pas comment restructurer le bâtiment. Le gouvernement a dit que c'était beaucoup trop onéreux d'y investir, donc on n'allait pas lui donner une fonction publique, administrative. Tout cela semblait beaucoup trop compliqué. Un matin, au mois de mars 2004, par accident, j'ai rencontré l'un des grands entrepreneurs qui regardaient ce programme. Et au cours de cette réunion, nous avons commencé à rêver de ces ruines au centre de la ville, au cœur de la ville. Et nous avons décidé autour du café. Il a dit, écoutez, je vais acheter ces ruines, ce tas de ruines. Et il n'avait qu'une chose à faire, c'est-à-dire l'acheter. Moi, j'avais 3 choses à faire. Moi, il fallait que je trouve 10 personnes stupides qui seraient prêtes à vivre dans cette ancienne usine. Et puis ensuite, il fallait que je convainque le patrimoine que c'était quelque chose de viable. Et troisièmement, c'est la condition, c'était qu'évidemment, ça devait être un projet. On ne devait pas dire ce que ça devait être. Est-ce que ça devrait être un projet pour Tallinn, pour l'Estonie, simplement pour l'usine? Bon, enfin, c'était là. Mais il y avait une chose qui était en tout cas très claire et qui a vraiment sorti de cette réunion, c'est qu'il fallait que la reconstruction de ce bâtiment exigeait quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire qu'il fallait avoir une sorte de valeur pour que cela fonctionne, parce que la construction, bien entendu, est beaucoup plus chère que le prix auquel on pourrait vendre ce bâtiment. Mais en s'embarquant dans ce type de réhabilitation, on ne sait jamais ce qui va en sortir, parce qu'il y a tellement de détails qui vont apparaître en cours de route. Et ici, donc, ce projet, eh bien, on a pris en compte pratiquement tout, c'est-à-dire l'état original. L'image numéro 2 vous montre comment l'état dans lequel nous l'avons trouvé. Il était utilisé évidemment par des sans-abri ici, qui habitaient ici, des drogués là, qui apparaissaient était là, et il y avait évidemment des restes, des ruines du silo qui étaient là. Et nous sommes parvenus à la conclusion que le lieu le plus idéal pour ajouter de la valeur était de surélever le bâtiment, en fait.
En fait, au départ, c'était presque une voie sans issue. Lorsque je me suis adressée au département du patrimoine de Tallinn et je leur ai dit que nous avions une idée particulière pour cette usine, le responsable du patrimoine m'a dit, écoutez, sans vouloir en entendre plus, il m'a dit, écoutez, vous êtes complètement fou, vous êtes complètement cinglé. Écoutez, ne venez pas nous présenter cette histoire absolument abracadabrante à nouveau. Et le mercredi suivant, lors d'une réunion de conseil, disons, lors d'une réunion du conseil avec les porte-paroles de la population, je dis, bon, écoutez, je vais présenter un petit peu le projet. Il m'a dit, mais pourquoi vous en reparlez de cette histoire, dire que vous voulez placer quelque chose là, parce qu'évidemment, moi je lui ai dit, bah, écoutez, cela dépend du patrimoine. Et alors il m'a dit, écoutez, lorsque vous ne savez pas, vous savez, quand on a un patrimoine, il faut garder la forme et la dimension du bâtiment. Et je lui dis, bah, écoutez, si je peux m'adresser au patrimoine national, peut-être on va trouver une autre solution. Et c'est là où on a trouvé une solution tout à fait intelligente ici, parce qu'au cours des 10 années qui s'étaient écoulées, les gens s'étaient demandé s'ils pouvaient utiliser ces ruines pour un casino, un hôtel, le cinéma, enfin quelque chose complètement différent. Et là, nous avions un concept multifonctionnel de faire des bureaux, des lieux de résidence, des hôtels, des restaurants. Donc ici, nous abordions avec un projet avec des formes et des dessins très différents. Vous voyez, certaines étaient un petit peu inclinées et ça, c'était vraiment le dessin que je préférais. Ici, là, une sorte de zeppelin, ici, qui aurait été sur le toit du bâtiment. Et puis, également, un projet qui nous a été inspiré de projets précédents. C'est une image ici qui est l'exposition 2000 à Hanovre. Ici, comme vous voyez, il y a des sortes d'arbres ici, d'arbres à vent, des ifs qui sont sur le toit plantés. Donc, nous avions l'idée de faire quelque chose comme ça, quelques arbres qui auraient poussé sur la surface de la nouvelle peau du bâtiment. Nous savions que nous avions besoin de quelque chose qui se trouverait sur le toit du bâtiment, mais nous ne savions pas quel allait être le concept, qu'est-ce que ça allait être finalement. Et nous avons finalement fini par trouver une solution assez simple, qui était efficace du point de vue financier, parce qu'évidemment, elle devait être financée en partie. Et puis, pour les autres parties, nous avons joué avec, avec les vitres différentes, des verres différents, des effets de miroir très différents, de façon à ce que les façades soient très variées, n'est-ce pas, selon où on se plaçait. Donc, lorsqu'il fait gris, c'est verdâtre, et lorsque le ciel est très bleu, eh bien, le bâtiment est presque nimbé de bleu, parce que, bien entendu, la structure originale est très difficile, elle est dure, elle est faite en calcaire, alors que toute la partie supérieure, qui est en verre, eh bien, joue avec la couleur du ciel et apporte une tonalité très différente à ce bâtiment. Sur cette image, vous voyez un petit peu de la structure intérieure du bâtiment. On ne voit pas tout, bien entendu. Ici, toute la structure en calcaire ne peut pas supporter de poids supplémentaires. Lorsque l'on construit un bâtiment tellement haut en calcaire, eh bien, il y a, bien entendu, il soutient où il utilise toute sa force pour soutenir ce poids. Donc, nous avons rajouté, des structures en béton autour des colonnes, des poutres, et nous les avons montées à l'intérieur du bâtiment jusqu'en haut, et nous avons vraiment ici placé les étages entre ces différentes colonnes. D'abord, nous n'avons pas ajouté de colonnes à la structure originale. Nous avons conservé l'espace aussi ouvert, aussi propre qu'il était à l'origine, mais nous avons pu ainsi déplacer la force. Et puis, du point de vue de construction, étant donné que les étages dépendent des colonnes, et bien également les façades. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça donne une sorte de légèreté et il peut reposer sans peser sur la partie en calcaire. Ici, la structure qui se trouve au niveau du sol est utilisée pour la zone des services, les magasins, les restaurants. Les restaurants n'ont pas... Disons, c'était un business qui ne fonctionnait pas très bien. Au cours de la crise, ils voulaient tous les vendre à des magasins de tapis.
Et avec mon partenaire, nous avons dit, mais écoutez, attendez, les personnes qui habitent ici, nous allons faire qu'ils s'engagent vis-à-vis des restaurants de façon à y aller plus souvent, parce que vraiment les restaurants se trouvent au cœur, c'est le cœur de la vie, de cette nouvelle vie. Parce que si on n'a pas un lieu pour manger, eh bien, le lieu perd de son énergie, il perd de son sens. Vous voyez ici quelques photographies de l'aspect que cela a aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est très important. On le voit de loin. Il est très visible. On peut... Voilà. On a d'autres perspectives. Et évidemment, on a les autres bâtiments de l'usine à papier qui sont encore en ruine, ce qui veut dire que la maison Fahle doit vraiment insuffler une énergie aux autres bâtiments pour qu'ils soient également repris en main. Voilà, ici, une partie des bâtiments de bureaux. Ici, on a un silo qui était utilisé pour les petits morceaux de la sciure de bois qui étaient mis dans la chaudière ici. Et donc, vous voyez ici la même forme. Le bâtiment qui est ici adopte la même forme que la chaudière centrale qui était au centre du bâtiment. Ici, quelques photographies qui sont tirées d'appartements, de lofts qui ont été construits au sein même de cette usine à papier. Et l'histoire, disons que le patrimoine a été assez satisfait. Il a choisi cette maison comme une sorte de sélection finale pour le musée du design à Londres. Il a été sélectionné comme un bâtiment d'une architecture exceptionnelle au musée du design à Londres en 2007. Voilà, une première histoire sur ce bâtiment ce bâtiment Fahle. L'histoire suivante est donc ici celle d'un bâtiment qui est près du centre de la ville. Nous avons le quartier de Rotterdam qui a été construit comme près du port, plus exactement. C'est-à-dire c'est un lieu commercial il y a une centaine d'années, pratiquement un siècle. Cette zone était près du cimetière parce qu'il y avait une usine de briques et puis, évidemment, disons que c'était une zone un peu industrielle. Tout le monde devait traverser cette zone pratiquement. Et aujourd'hui, depuis environ une dizaine d'années, le quartier de Rotemani a une nouvelle énergie qui en émane. Ici, au centre de cette place, il y a de nouveaux bâtiments assez hauts, 24 mètres. 24 mètres, c'est vraiment la limite, la hauteur limite. Donc, et on nous a demandé de travailler sur l'ancien bâtiment de charpentier. C'est assez compliqué comme projet, je dois dire. C'est pas une tâche ou un projet que tous les architectes adoraient avoir parce qu'il y avait un étage très bas et puis ensuite un ou deux étages, également toujours en calcaire avec quelques ouvertures, d'autres ouvertures qui n'ont aucun sens, qui ne ressemble à rien. Et on nous a demandé de faire quelque chose là-dessus de façon à, disons, respecter les normes et les exigences du bâtiment. Et donc, vraiment, la question a été de savoir si on pouvait en faire quelque chose. Bien entendu, il n'y a pas eu de plan de masse ici. C'était difficile étant donné qu'elle faisait partie du patrimoine de la ville et pourtant le patrimoine n'avait pas d'autres projets. Mais du point de vue de l'urbanisme, il exigeait d'avoir plus de hauteur parce qu'il y avait cette place avec trois côtés qui étaient très élevés et une partie qui est beaucoup plus basse. Et on a l'impression que toute l'énergie de ce square, de cette place, s'en va à travers cet espace ouvert. C'est comme si on retirait ce mur ici et tout d'un coup on se dirait, bon, ce n'est plus du tout la même chose. On ne ressent plus la même énergie ou la même protection ou on ne se sent pas enveloppé de la même façon.
Voilà donc le plan, comme on peut le voir d'ici. Ici, nous avons les ateliers des charpentiers qui se trouvent placés ici. Et voilà un petit peu l'aspect que les bâtiments avaient. Vraiment, c'est difficile quand on regarde cela, quand on pense à une rénovation, une transformation. Et également, pour les constructeurs, l'idée était que nous devrions l'aider pour convaincre le patrimoine qu'on ne pouvait pas finalement récupérer ces bâtiments. Et nous n'avions pas du tout cette opinion-là. Nous avons regardé l'espace, nous avons pensé à tout cet héritage industriel, tout ce patrimoine industriel. Et lors d'un voyage à Berlin, il y a eu une exposition de photographes allemands, un vieux couple aujourd'hui, Hilda et Trent Becher, qui sont très connus pour leurs portraits industriels, leurs images du passé industriel. Certains d'entre nous faisons des portraits d'individus. Eux, ce sont des portraits de paysages industriels, le type de bâtiments, de paysages, de typologie. En fait, c'est une sorte... ils ont des photographies de paysages industriels en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Australie, un peu partout dans le monde. Et en regardant un peu les photos de leur exposition, eh bien, cela m'a inspirée. J'ai été inspirée par le fait, disons, par les images, par le fait que les paysages industriels, finalement, sont esthétiques. Ils ont une beauté. Et cette beauté peut se retrouver dans des bâtiments de génie, du génie, mais qui ont été faits par des ingénieurs et qui n'ont aucun lien avec les architectes. Et la beauté tient finalement à la répétition des formes. Regardez ces tours de refroidissement ici. Est-ce qu'on a l'impression que ce sont des formes architecturales? En fait, c'est une répétition de formes qui est élémentaire, assez claire, et surtout, ils ont une fonction réelle. Lorsque l'on regarde ces autres bâtiments ici, lorsque on regarde ceci par exemple, regardez ces cheminées. Si on n'avait pas ce paysage en toile de fond, on se dirait, écoutez, c'est une composition de céramique, peut-être de structures en céramique que l'on a à l'intérieur. Ici, dans la partie supérieure, regardez, on dirait des créations qui semble tout droit sorti d'un film. Et puis ici, tout ici, vous voyez, il y a des structures qui sont purement mathématiques. Et en y réfléchissant, il n'y avait pas d'idée que l'on pouvait utiliser. Et finalement, à l'été 2006, je suis partie, j'ai voyagé dans l'est de l'Estonie. Il y avait d'anciennes usines, certaines en fonctionnement, d'autres non. Des zones également où il y avait des montagnes avec des skis, avec des remontées de ski, et puis également des usines avec des tours de refroidissement que j'avais pu voir également sur les photos des Bechler. Et j'en ai vu d'autres sur ces sites industriels. Et puis en réfléchissant à ce lien que l'on pouvait établir, où d'un côté, on a besoin d'un espace qui devait être plus élevé, et par ailleurs, il y avait tout ce patrimoine industriel qui se trouvait en dessous et qui apparaît là et qui est finalement très long, n'est-ce pas? Le plan est un plan allongé. Nous sommes venus à l'idée que nous pouvions en tirer parti, finalement. Et là encore, nous ignorions comment nous allions le faire. Nous avons commencé en partant dans le mauvais sens, en fait. Nous avons commencé en plaçant des formes en métal formé sur les anciens bâtiments qui formaient un petit peu comme des réservoirs sur les anciens bâtiments. Puis après, on a réfléchi à ces tours de refroidissement en leur donnant un aspect un peu comme des bulles, de façon à ce que la forme soit industrielle, mais la forme soit plus amusante, plus ludique, pourrais-je dire. Hein, c'est un peu comme dans un bain, on fait des grosses bulles, là.
Et puis, après, nous sommes devenus de plus en plus honnêtes avec nous-mêmes. Nous avions d'autres limites. L'une des limites que nous avions, c'était que si l'on veut ajouter quelque chose sur un bâtiment existant, on ne peut pas ajouter plus d'un tiers que l'espace existant, si l'on pense au plan de masse ou au plan d'urbanisme dans la ville. Mais en construisant un seul bâtiment, cela n'avait pas vraiment de temps parce que avec tout ce plan d'urbanisme, c'est très lent. Et puis en y réfléchissant à nouveau, là, c'était l'idée de reprendre la forme des tours de refroidissement. Et nous avons placé ces tours de refroidissement sur les bâtiments à une certaine distance du toit. N'est-ce pas? Il y a une espèce d'espace entre le toit et les tours, comme si elles étaient en suspension au-dessus du bâtiment, de façon à ne pas détruire l'image générale du bâtiment original et en ayant l'impression qu'il y avait quelque chose qui se dégageait ou qui poussait du bâtiment. D'abord, on ne comprend pas très bien s'il est en suspension sur le bâtiment ou s'il est derrière. C'est presque irritant, n'est-ce pas? On ne comprend pas très bien comment cela se place. Et puis, nous nous sommes adressés à notre client et nous lui avons vendu l'idée. Ça n'a pas été très difficile. Il a trouvé ça très exaltant. L'histoire, évidemment, a été différente pour le patrimoine. C'était un petit peu la même histoire qu'avec la maison Fallet, mais en leur montrant un petit peu les projets que nous avions, les dessins, en montrant les photos des époux Bechler, eh bien, ils s'en sont venus un peu à notre idée. Nous n'allions pas faire des choses trop différemment en faisant deux présentations du projet. Nous l'avons fait différemment. En partant de l'idée des tours de refroidissement, nous avons expliqué. Et puis, le patrimoine a accepté notre idée en disant « écoutez, allez-y ». Et le projet, ou disons le problème que l'on rencontre avec ce type de projet, c'est de savoir comment est-ce qu'on va vraiment le réaliser. Donc, on a ici ce bâtiment de charpentier qui est posé à même le sol. Et le sol, là, est assez mou parce qu'en fait, c'était 500 ans auparavant, c'était finalement le fond de la mer. Donc, il y a une certaine friabilité. Nous savons qu'au cours des 20 dernières années, le sol s'est enfoncé d'environ 20 cm, ce qui est assez difficile pour travailler. Si l'on veut établir, disons, une connexion avec un bâtiment qui est en mouvement et si on veut avoir une certaine stabilité. Donc, nous avons essayé de trouver une solution. Ici, au centre, il y a des grandes colonnes. Cette colonne, à l'intérieur, a évidemment la cage d'escalier et la cage de l'ascenseur. Ici, elle repose sur des piles et des piles en béton qui sont enterrées dans le sol sur une hauteur qui est la même que celle de la hauteur du bâtiment. Donc ici, on l'a fait avec une machine de façon à ce qu'elle puisse être placée à l'intérieur de façon à pouvoir conserver les toits en briques. Donc nous avons ici ces machines qui sont placées ici et puis nous avons les piles qui s'enfoncent jusqu'à 24 mètres dans le sol. Donc, nous avons des colonnes intermédiaires qui s'appuient sur la roche et qui, bien entendu, ne vont pas bouger pendant des siècles. Et puis, nous avons l'ancien bâtiment qui peut se déplacer d'environ 10 cm au cours des 20 années à venir. Et puis, pour nous, ça a été vraiment quelque chose qui était très important. Tout le reste était très simple. Il fallait trouver des solutions techniques pour établir des connexions dynamiques entre le bâtiment ancien et le bâtiment nouveau, comme nous avions déjà eu cette expérience avec la maison Falle, avec ses étages, avec hydraulique ici, ce qui permettait de les alléger. C'est assez intéressant ici.
Pour le client, le projet n'a pas été très facile parce que pour eux également, c'était quelque chose de complètement nouveau dans une certaine mesure. C'est un concept japonais parce que l'espace autour des colonnes est très étroit, 60 mètres carrés au premier étage, disons le plus bas, et 45 mètres carrés en haut. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les bureaux. Nous y avons réfléchi et nous avons, avant évidemment de finir les travaux, nous nous sommes rendus compte que on pouvait inviter des clients qui ont notamment des cabinets d'avocats, des entreprises, des sociétés de publicité, des personnes qui ont des bureaux, qui ont besoin de s'établir là, ils pouvaient être là. Et c'est avec cette idée-là que le bâtiment a été vendu et a été un grand succès et ce genre de personnes ont déménagé pour vivre ici. Et de là-haut, vous avez bien sûr une vue de 360 degrés, vous avez des espaces qui sont assez réduits, vous avez l'ascenseur qui vous amène directement dans vos bureaux, vous avez des ascenseurs électroniques, si vous voulez, et personne ne peut venir sans avoir été invité. Vous avez également les escaliers d'urgence en plein milieu de ce bâtiment. Ça, c'était l'image en 3D, et ça, c'est l'image réelle aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas construit une façade 100% en verre. Vous voyez qu'il y a des parties en verre qui sont triangulaires et on dirait, en les regardant un tout petit peu de loin, les yeux d'aliens. Et des personnes qui sortent du cinéma le soir ont l'impression que, ça y est, les aliens ont atterri sur Terre. Les espaces sont illuminés avec une lumière rouge la nuit, pas vraiment pour une raison spécifique, mais parce que ces maisons sont visibles de 2 points de vue sur les routes principales et c'est quelque chose qui peut servir de guide pour se retrouver sur la place Rottermann. Vous voyez ici l'entrée, vous avez le premier étage, il y a des restaurants, nous avons également un salon de coiffure et puis en haut, il y a l'espace pour les bureaux. La place est piétonne et donc nous avons sous terre 2 étages de parking. Voilà quelques images prises la nuit. Et vous voyez que les bâtiments juste à côté n'ont pas encore été restaurés, mais c'est tout à fait normal chez nous. Il s'agit d'une zone qui est assez vaste et ici à gauche, il y a des plans d'urbanisme qui existent depuis 10 ans et je pense que ça prendra peut-être encore 5 ans avant que quelque chose soit décidé. Mais on n'est pas pressé. On pourrait dire que Tallinn a de la chance et que ceux qui s'occupent de l'urbanisme s'inquiètent pour faire quelque chose, prendre le temps et faire quelque chose de qualité. Ce qui est différent entre Tallinn et notre ville voisine Helsinki, c'est que dans la municipalité de Helsinki, il y a 400 architectes. Donc, le département d'urbanisme utilise ces 400 architectes. Tout ceci est géré par la municipalité. À Tallinn, ce n'est pas la même chose. De par la loi, l'urbanisme devrait être fait par la ville et par la municipalité, mais les résultats ne sont pas toujours les résultats escomptés. Si, par exemple, vous regardez ce bâtiment-là,
C'est également un résultat positif du fait que les choses ne sont pas vraiment claires en matière d'urbanisme à Tallinn. Pour moi, c'est un très bon exemple. Mais c'est vrai que si vous laissez les plans dans les mains des promoteurs, il est fort possible que vous terminez avec des résultats assez horribles. Voici une image de du cabinet de publicité. Vous voyez la colonne qui traverse ce bâtiment du haut en bas. Et comme je vous ai déjà dit, notre atelier, notre maison de charpente a été sélectionné pour le prix de l'architecture de l'Union européenne. Ceci faisait partie de la fondation Miles van der Rohe en 2009 et je vous invite à venir juste pour peut-être manger un très bon repas, mais pour admirer ce bâtiment. Voilà, c'était ma deuxième histoire de bâtiment. Je vous ai déjà raconté deux histoires. Je vous ai parlé de mon expérience, des projets avec lesquels j'ai été très étroitement impliqué. Je voudrais vous montrer aujourd'hui un projet auquel je n'ai pas participé, mais que j'admire énormément. C'est un projet qui s'appelle le Collège universitaire Tartura. C'est dans une ville, Norma, qui se trouve à la frontière de l'Estonie et de la Russie. Alors, c'est dans une situation difficile. La plupart de la population parle russe. C'est une ville industrielle comme Donetsk, d'ailleurs, Donetsk en Ukraine. La situation est à peu près la même. Vous avez les personnes qui travaillent dans les mines, qui sont assez bien payées, mais malgré tout cela, la vie dans la ville pourrait être meilleure. Il y a énormément de bâtiments, de patrimoine au sein de cette ville, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez ici une carte de Narva. Ça ressemble un tout petit peu, ça a la forme d'un cœur. Alors, avant la Deuxième Guerre mondiale, Narva s'appelait la perle baroque du Nord. C'était d'une beauté incroyable. C'était une ville extrêmement riche pendant le XVIe et XVIIe siècle. C'était sur la route du commerce et il y avait un ingénieur et ça faisait partie c'était sur la route hanséatique. Alors, il y avait un ingénieur qui a fait cette maquette. Je ne sais pas vraiment ce qu'il faisait dans sa vie professionnelle, mais chez lui, il a commencé à faire une maquette du centre de la ville, une maison après l'autre. Et une fois terminée, cette maquette a été exposée dans la mairie de Narva. Vous voyez les toitures qui sont extrêmement coloriées et vous penserez peut-être que cette période baroque devait revenir, que les bâtiments devaient être restaurés en respectant l'époque baroque. Alors, vous vous rappelez peut-être Varsovie en Pologne, les gens ont été tellement empressés de restaurer Varsovie en Pologne après la Deuxième Guerre mondiale que la restauration a été faite d'une manière assez simpliste. Les gens ont été trop pressés et les bâtiments ont été reconstruits à l'identique comme cela était au Moyen Âge. Mais malheureusement, vous ne pouvez jamais reconstruire à l'identique. Vous n'allez jamais retrouver la même essence, les mêmes idées. Dans cette image, vous voyez un bâtiment avant la Deuxième Guerre mondiale.
C'était une bourse qui se trouvait à côté de la mairie. Et pendant la guerre, cette bourse a été détruite. Il n'y avait que 2 maisons à Narva qui n'ont pas été détruites. Il y avait également beaucoup de blocus qui ont été construits dans le centre de la ville. Les appartements étaient des appartements privés. Tout le monde avait le droit à avoir son propre espace, son propre appartement à vie. En tout cas, c'était l'idée à l'époque. Et ce que vous voyez ici à l'image, c'est une installation qui a été faite par un artiste, un jeune artiste britannique. Une jeune artiste britannique, Rachel Whiteread, Rachel Whiteread, voilà. Je me fais corriger. Et au début des années 90, à Londres, il y avait beaucoup de bâtiments, d'appartements qui ont été démolis. Ces appartements ont été démolis et puisque les appartements appartenaient à la ville a décidé de reconstruire et tout serait parfait. Et Rachel, la fameuse Rachel, a fait une installation et tous les murs ont été recouverts par du béton. Lorsque la maison a été démolie, il restait comme une image négative une caisson à l'intérieur en béton. C'était vraiment une installation artistique et cet artiste a gagné des prix parce que cela n'avait jamais été fait auparavant. Malheureusement, cette installation n'a pas duré longtemps. Ça a été détruit quelques années après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on voulait le terrain pour d'autres développements de promoteurs. Mais il n'empêche que l'idée était bel et bien là et les architectes de Kava ont utilisé exactement la même idée pour leur université Tartua. Les architectes de Kava ont décidé de faire la même chose que Rachel l'avait fait avec une espèce d'armature en béton. Vous avez la façade ici qui est l'image en négatif du bâtiment en broc et le toit a pris la même forme que l'ancien bâtiment et derrière vous avez le nouveau bâtiment du collège. Du début de ce concours jusqu'à la finalisation du projet, 10 ans se sont écoulés. Mais on pourrait dire que personne n'est perdant dans cette histoire. L'architecture moderne a gagné et le patrimoine a gagné également. Vous avez là une très bonne combinaison entre l'architecture moderne et la mairie. Et ce bâtiment est intéressant également car c'est un bâtiment qui invite des étudiants estoniens et d'autres qui ne sont pas estoniens à venir étudier dans ce collège, dans cette université, ce qui a insufflé une nouvelle vie à la ville. Et là, vous avez les portails qui ont été inspirés par les ailes des papillons. Donc, lorsque nous parlons de la transformation, vous voyez que la transformation peut prendre de différentes formes. Vous pouvez restaurer ou faire réapparaître un ancien bâtiment, mais avec un format tout à fait nouveau. Voilà, c'était ma 3e histoire. Et je passe maintenant à ma 4e. Nous revenons donc à Tallinn.
Cette histoire commence avec les débuts de l'aviation. Vous avez ici une image de 1909 avec l'aviateur français Blériot, qui vient juste de survoler la Manche de France en Angleterre avec son avion type 11 qui normalement a été fabriqué en 1912. C'était un avion extrêmement populaire qui a été copié par plusieurs autres compagnies d'aviation, mais pas par les Russes. En Russie, il y avait Igor Sikorsky, qui était un jeune ingénieur dans l'aviation. Et lui, il voulait faire l'hydravion, le plus grand hydravion du monde. Et il l'a fait, et le voici. Vous voyez que le devant de cet hydravion ressemble un petit peu à un bus. Vous pouvez vous mettre debout dedans. Il y avait beaucoup de moteurs et cet avion pouvait porter 1 tonne de pompe. Ça a été une des inspirations de Nicolas II. En Russie, il a été décidé que l'aviation était l'avenir, que ceci pourrait beaucoup aider la puissance militaire de la Russie. Et l'avion a été nommé Ilya Mourovitch, après le héros très connu russe. Cet hydravion était extrêmement innovateur et donc il fallait que les hangars pour stocker cet avion soient également quelque chose de très nouveau. Et un concours a été lancé pour ces hangars. Vous avez ici l'image de 1912, c'est le début du concours, première visite à Tallinn pour voir le site où cet hydravion serait garé. Le concours a été un grand succès. Il y a eu beaucoup de présentations et c'est Christian Andersen qui était la compagnie qui a gagné. Ils avaient décidé d'utiliser quelque chose qui était nouveau à l'époque, c'est-à-dire du béton, mais du béton armé. Et le toit du hangar serait de très petite dimension, avec une épaisseur de 5 cm. C'était une idée tout à fait innovatrice. Les plans ont été approuvés et la construction a démarré. La construction de ces hangars a été faite en gardant en compte la taille de cet hydravion, qui avait la même taille d'aile, largeur d'aile que les plus grands Boeing d'aujourd'hui. La construction de ce hangar a été suivie de très près par un magazine anglais qui s'appelait The Builder, le constructeur, et c'est pour cette raison-là que nous avons des traces de comment la construction s'est déroulée. Il y avait beaucoup de reportages dans ce magazine qui ont suivi de très près la construction, puisque c'était quelque chose de tout à fait innovateur à l'époque. Beaucoup de gens s'y sont intéressés. Alors, je reviens aux ingénieurs. Vous voyez en bas à gauche l'homme à lunettes, c'est Ove Arup. Ove Arup qui avait travaillé dans la compagnie de Christian Nielsen et qui donc a beaucoup appris. Ovap est un des ingénieurs qui est le plus connu du XXe siècle. Nous savons qu'il avait également aidé Henrik Hodgson, un jeune architecte danois, dans la conception de l'opéra de Sydney. Et voilà, c'est lui qui a travaillé sur ces hangars. Vous voyez ici la construction, des images du début de la construction. Vous avez l'échafaudage en bois pour commencer, les différentes structures
ont été construits en 3 étapes. Ces différentes structures, ces différentes enveloppes devaient être construites avec des hauteurs de 5 à 6 mètres et tout ceci devait être fait sur le port à Tallinn. C'était tout à fait près de la forteresse qui ensuite avait été utilisée comme prison. Et il y avait également l'aquatorium devant car il y avait un grand besoin d'eau pour que ces hydravions puissent amérir. Là, vous avez la forteresse, vous voyez le port, vous voyez que tout ceci jouait un rôle très important à Tallinn au début du XXe siècle. Il y avait par exemple des canons qui avaient une portée, une très longue portée, et cette forteresse était importante pour la défense de la ville. Là, vous avez également quelques images qui datent de 1920 d'hydravions. Ce sont les forces militaires finlandaises qui rendent visite à ces hangars et vous voyez le nombre de petits hydravions qui sont garés. Et il y avait également des avions qui avaient été importés de la Grande-Bretagne. Là, c'est un avion absolument merveilleux. Ça s'appelle Short 184. C'est un avion qui a été construit en 1916 et c'était le premier hydravion qui pouvait torpiller des cibles. Et c'est vrai qu'à l'époque, les Anglais avaient torpillé un navire turc et après, c'était une des raisons pour laquelle ces avions ont été si populaires et ont si bien vendu. Les Estoniens en ont acheté 8 avant de comprendre que de lancer des torpilles à partir d'un avion n'était pas la meilleure chose qu'on pouvait faire avec un avion. Les hangars ont également été ont fait l'objet de beaucoup de visites des aviateurs. C'était très connu le long de l'Europe, mais également aux États-Unis. Vous avez ici l'aviateur qui, pour la première fois, a volé de l'Europe à New York en 1927. Il est venu également voir les hydravions de Tallinn. Et donc, tout se passait pour le mieux, les hangars étaient là, étaient jolis, le projet a été un grand succès, l'épaisseur du béton n'était que de 5 cm et personne n'a vraiment pensé à l'utilité de ces hangars dans une vraie guerre, parce que 5 cm est tellement mince que si jamais c'était torpillé, le bâtiment ne tiendrait pas. Et donc, vous voyez que les avions du port ont été envoyés en Union soviétique. Les pilotes ont entraîné les pilotes soviétiques également. Et ce port a été utilisé pour des filets anti-sous-marins. Ces filets ont des mailles qui sont tellement larges que les filets pouvaient protéger tout le port de Tallinn contre les sous-marins. Et l'histoire disait que Tallinn était fermé de par la mer pendant les Jeux olympiques de Moscou, lorsque les concours de voile ont été tenus à Tallinn. L'Union soviétique avait peur que d'autres pays allaient être problématiques pendant les Jeux olympiques. Mais là, vous avez des images de 1990 et vous avez le bâtiment qui est dans une condition délabrée. Délabrée, assez horrible, parce que le bâtiment était sur le point de s'écrouler. L'Estonie est donc est devenue indépendante en 1981
mais en 91, pardon, mais bien entendu ici, ils n'ont pas récupéré ces hangars parce que bon, et la question c'est pas simplement de recourir devant les tribunaux et dire et les hangars m'appartiennent, mais bien entendu ici il s'agissait évidemment ils avaient devant les officiers soviétiques qui ont dit non, non, nous avons acheté la terre et les hangars et cela, le procès a duré pendant 12 ans et tous les hivers évidemment, les hangars, leur situation empirait, bien entendu. Ici, le béton n'était pas protégé de l'hiver et il y avait des cycles de froid, évidemment, avec des crevasses qui ne cessaient de s'agrandir à l'intérieur des bâtiments. Vous voyez un petit peu l'état de délabrement dans lequel il se trouvait. Vous voyez ici, on voit même à travers le béton. On peut également voir toute la structure du génie. Enfin, si on regarde du point de vue des ingénieurs, tout l'acier qui devrait ne pas être apparent ou en tout cas être à l'intérieur de la couche de béton commence à transparaître, commence à apparaître. Et lorsque l'on voit que la couche de protection du béton a disparu sur la structure en acier et que l'acier commence à s'oxyder, à rouiller, eh bien, on pense que le sauvetage va être très difficile. En tout cas, on commence à se dire, mais comment va-t-on faire pour sauver ce bâtiment? Si bien que les professeurs finlandais de l'université d'Helsinki, qui juste avant le début de l'idée du projet de cette base maritime d'hydravion, ils avaient construit disons, il y avait une construction des années 30 en béton qui était beaucoup plus jeune, beaucoup plus récente que celle-ci, et ils l'avaient restaurée. En regardant ce bâtiment, ils ont dit, oubliez cela, pensez à un mémorial, faites un concours pour voir comment on va le présenter, comment on va faire une conservation très petite, parce que ces hangars, ça va être très difficile de les restaurer. Et oublier vraiment le projet de restauration. Parce qu'ici, on peut pas guérir, parce que dès qu'on le touche, ça s'effrite pratiquement. Hein. C'était tellement fin. Mais malgré cela, malgré cette situation, l'État néanmoins était prêt à faire des investissements assez importants pour essayer de trouver une solution, de récupérer ces bâtiments. Vous voyez, ici, on a de la pourriture, de la moisissure qui commence à apparaître, les briques qui sont à nu, vous voyez ici. Et il y a eu vraiment un investissement qui a été fait pour faire des études de sauvetage, on pourrait même dire, et en pensant que si c'était viable, cela pourrait devenir un musée maritime. Presque un rêve, n'est-ce pas? Un rêve qui ne pourrait pas se réaliser. Nous avons donc participé à ce concours et nous avons envisagé de créer un musée maritime dans les hangars qui probablement n'aurait pas une durée de plus d'1 ou 2 ans. Mais bon, disons, c'est pas inhabituel. On peut faire des concours sur n'importe quoi, que ça soit réaliste ou non. Et nous avons donc proposé, dans le cadre de l'idée du concours, que les hangars pourraient conserver leur forme comme une sorte de salle unique, sans aucune intervention, sans qu'aucun mur ne vienne, disons, couper l'espace ou qu'il y ait de modification de l'extérieur. Et nous réaliserions l'exposition à l'intérieur du musée, mais par couche, disons. Pas en section par salle, mais plutôt par couche, de façon à ce que disons que la couche principale soit l'eau, ou en tout cas la surface qui permette d'accueillir les sous-marins des années 50 de l'ère soviétique. Alors, il y a ici une sorte de pont qui permet de passer au-dessus, voir les bateaux qui sont suspendus depuis le plafond. Ça semblait complètement fou comme idée, mais qui sont suspendus à la même hauteur que le pont. Donc, on a l'impression, si on a un peu d'imagination, que les bateaux, que les voiliers se trouvent à même l'eau. Et nous avons rêvé de cela, nous avons rêvé que nous pouvions passer une réplique de ce merveilleux short 184 près du plafond, disons qu'il soit au-dessus du niveau de l'eau, et également
toutes les torpilles, les mines, eh bien qu'elles soient placées au niveau de la mer, près des, des bateaux naufragés, un peu comme au fond de la mer. Du point de vue de la construction, nous avons pensé que, ici en noir, vous pouvez voir les bâtiments originels, mais si l'on apportait une intervention sur le bâtiment, et bien entendu, l'idée c'était de n'apporter aucune modification à la structure originale. Et là, évidemment, on était toujours dans la phase de rêve. Nous nous sommes dit que peut-être on pouvait faire un sauvetage du bâtiment et dans ce cas, le béton aurait une telle valeur que nous n'étions pas les personnes idoines à pouvoir vraiment le modifier. Donc, peut-être l'utiliser pour faire une nouvelle construction. Donc, cela devait être quelque chose de complètement séparé parce que, bien entendu, c'est vraiment presque, dirais-je, un ouvrage d'art du XXe siècle. Et donc, ici, nous étions en train de changer la fonction du bâtiment. Donc, nous avons réalisé des nouvelles constructions sur les murs extérieurs pour les canons, mais disons à une certaine distance, à 1 mètre des anciens bâtiments. Et en réalisant cela, nous avons également réalisé une zone de cafétéria assez éloignée des structures originelles. Et c'est ainsi que les visiteurs peuvent rentrer dans le bâtiment au niveau du sol. Ils montent, soit par ascenseur, soit par l'escalier. Ils atteignent le premier étage et ils commencent à se déplacer sur ce pont au niveau de la mer. L'idée ici est de réaliser un pont très en hauteur qui montre la forme du plafond. On peut se rapprocher de l'avion et puis ici on se déplace également sur cette promenade. De là on a accès à d'autres zones, la zone des canons. Ici on peut en ressortir. On peut également pénétrer à l'intérieur du sous-marin et ici on descend par les escaliers jusqu'au niveau du sol. Il y a les torpilles, les mines et puis également d'autres modèles interactifs, d'autres stations, disons, de vol, de navigation en mer, également des postes de tir. Voilà une image en 3D. Vous voyez donc la ligne du pont au centre. Nous avons également réalisé un dessin qui montrait le fond de la mer qui nous a été inspiré par une carte maritime de la mer Baltique, c'est-à-dire il y a des zones avec des grandes profondeurs et d'autres moins. Les lignes jaunes qui sont généralement utilisées sur les cartes maritimes, ce sont les voies qui marquent un peu, disons, les chenals des ferries. C'est un petit peu l'idée que l'on pourrait imaginer la traversée, le parcours des visiteurs. Et pour les enfants, nous avons également placer différents espaces qui montrent des lieux où il y a des îles ou même des bateaux qui ont été coulés et bien entendu des épaves. Et donc nous avons participé à un concours et nous sommes rentrés dans un projet de restauration sans être sûrs que cela était viable. Mais lors de ce projet de restauration, j'avais invité un professeur de l'Université technique de Tallinn, Karel Higer, 86 ans, tout au début du projet, quand même. Et il a dit, mais écoutez, tant que je vivrai, je pourrai m'occuper de cette question. Est-ce que ça va s'effondrer? Est-ce que ça ne s'effondre pas? Mais moi, en tout cas, je peux m'en occuper dans la mesure où ça reste bien sur pied. Étant donné que c'était un expert, qu'il avait enseigné à l'université pendant plus de 50 ans, et c'était vraiment un homme sage qui nous a permis de trouver la bonne recette pour la construction. Et ça a été très, très important de respecter cette recette. Parce que ici, alors là,
Tout d'abord, il s'est agi de marquer toutes les crevasses qui sont apparues sur la structure. Vous voyez une sorte, une cartographie des crevasses, des fissures qui ont été diagnostiquées selon, évidemment, leur nature. Elles n'étaient pas simplement en surface. Il y a des fissures qui peuvent atteindre le cœur du béton et c'est dangereux. Il peut y avoir des fissures sur la surface supérieure ou sur la surface inférieure. Elles ont donc été marquées avec une peinture et elles ont toutes été numérotées. Ici, numéro 157. Ici, nous avons la cartographie de toutes ces fissures, de toutes ces crevasses. Le premier vraiment procédé a été de nettoyer toute la surface et ici, évidemment, on a placé des clous dans chacune des fissures. On ne le voit pas, mais ici, sur l'image supérieure, vous pouvez voir que le toit avait l'air un petit peu d'un hérisson. Donc, on a placé des clous métalliques qui allaient directement au sein de la fissure de façon à pouvoir la recoudre presque, n'est-ce pas, comme une sorte de structure. C'est comme un petit peu comme lorsqu'on recoud des tissus humains, c'est-à-dire on recoud la peau et ici on a rempli chacune des fissures avec de l'époxy et puis évidemment disons les clous ici permettaient de maintenir l'époxy de façon à ce que l'époxy pénètre bien à l'intérieur. La deuxième étape a consisté à nettoyer et réparer tout l'acier, toute la structure d'acier qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment parce qu'il n'y avait, comme nous n'avions aucun dessin de la construction originale, nous avons pensé qu'il devait y avoir probablement des quantités et c'était très difficile. Il fallait que découvrir dans la construction. La construction n'était pas lisse. Lorsqu'on pensait qu'un angle était semblable à l'autre, eh bien, pas du tout. C'était complètement différent. Ils faisaient des expériences et ils modifiaient la technologie au fur et à mesure où ils apprenaient que la construction avançait. Donc, on a nettoyé avec de l'eau à haute pression à 260 bars, à 2600 bars, pardon. C'est une pression très puissante qui est 2000 fois plus puissante que dans les essieux des pneus. Et ça permet de nettoyer le métal. Et voyez ici, il est en train de le faire. Il est habillé comme un astronaute. Il doit être habillé avec une combinaison particulière. Et il y a une zone où on ne peut pas s'approcher de lui parce qu'évidemment, en faisant sauter le béton, ce sont comme des balles. Et chaque structure métallique qui a été ainsi mise à nu, elles ont été toutes repeintes avec de la peinture anti-rouille, parce que, bien entendu, même aujourd'hui, il faut, bien entendu, protéger le métal contre la rouille. Donc, on a procédé ainsi et comme vous pouvez le voir ici, tout d'abord, eh bien, le hangar était à nouveau plein d'échafaudage. Donc, nous avions 7000 mètres carrés d'espace plein d'échafaudage. On avait presque l'impression que c'était là pour tourner un film, mais c'était beaucoup trop dangereux. Et puis, vraiment, nous avons commencé les réparations au mètre carré par mètre carré. Le toit a été subdivisé en mètres carrés, comme, disons, par petits carrés. Et le nettoyage s'est fait très lentement, de façon à reprojeter à nouveau du béton sur les zones où il avait disparu. C'est-à-dire, il fallait laisser sécher d'abord et puis aller juste en face. Nous avions peur que les vibrations finissent par avoir raison de la structure de cette espèce de coquille, mais même si cela demandait énormément de temps, des heures et des heures de travail, néanmoins, nous avons maintenu cette recette de façon à travailler pour ne pas faire de vibrations supplémentaires. Je veux dire que nous y sommes parvenus, mais pas complètement. En hiver 2010, un matin, à 7 heures du matin, j'ai eu un appel. Il semblerait qu'il y avait 4 mètres carrés de la structure qui s'était effondrée. Alors, je m'y suis rendue, évidemment, très tôt le matin. Il faisait très froid. On a de la buée qui sort de la bouche. Il fait un froid glacial. J'étais là avec notre ingénieur de 86 ans et je lui ai demandé « Qu'en pensez-vous ?»
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que toute la structure va s'effondrer ou est-ce que ça va tenir le coup? Il a dit, écoutez, là, on ne peut rien prévoir, on ne peut rien prédire. Il avait dû faire l'expertise d'une maison un peu semblable, avec une sorte de structure, une enveloppe qui se trouvait à Moscou, et elle s'était effondrée. Il m'a dit, écoutez, c'était un accident parce que cela s'est produit pendant la nuit, et le gardien qui devait se trouver dans cette maison était sorti pour aller aux toilettes. Et au moment où il est re-rentré dans la maison, le toit s'est effondré à ce moment-là. Et avec la pression de l'air, l'homme a été projeté sur l'extérieur. Donc, c'était la seule histoire un peu comme ça qu'il connaissait. Donc, ici, nous étions face à une structure tellement fragile, finalement, que c'était comme si on était avec de la glace. C'est-à-dire que l'on va à la mer et que l'on tombe dans la glace, c'est très difficile de faire un sauvetage parce qu'il n'y a aucune surface autour sur laquelle on peut, disons, s'accrocher parce que tous les morceaux vont se casser. Et nous savions que le projet était exactement un petit peu, vivait le même moment parce que nous n'avions aucun matériau auquel nous accrocher, sur lequel reconstruire et reposer du béton finalement. Enfin, encore pour parler du béton. Nous avons ajouté, nous avons projeté du béton. Ça fait partie de la recette, c'est-à-dire lorsque l'on a appliqué cette recette sur le béton, nous sommes rendus en Suisse parce que ce sont eux qui ont les plus grandes recettes pour le béton, à vrai dire, pour les bâtiments, pour la construction. Et cela fait tant d'années qu'ils l'ont fait. Ils ont des bétons qui ont résisté 50, 60 ans. Nous sommes allés voir l'usine Sika. Ils avaient un nouveau béton et une recette des années 90 qui était très, très bonne. Et nous savions que certains bétons avaient été projetés dans les années 30 avec le même type de processus. Et nous connaissions quelle était la réaction chimique, parce que le béton n'est pas une matière stable, elle se carbonise avec le temps. Et lorsque l'on a des fissures à l'intérieur et que l'acier est rouillé, les dommages du temps ont commencé évidemment à faire leur travail. Et la spécialité de l'entreprise Sika, c'est que c'est un béton qui est 10 fois plus résistant que l'habituel. Donc on pouvait ajouter une couche très fine de béton, ce qui est très important parce que nous ne pouvions évidemment pas changer les fondations du bâtiment. Donc il fallait faire extrêmement attention en ajoutant de nouvelles charges sur la structure existante. Encore un point, ce que nous avons fait, lorsque l'on utilise ce béton projeté, la surface est assez laide parce qu'on le fait quand on le fait mètre carré par mètre carré. Il y a une sorte de séparation un peu bleutée entre les différentes parcelles. Donc, et puis la surface n'est pas lisse, elle n'est pas très belle. Nous avons donc décidé de faire quelque chose d'autre. Nous n'allions pas le laisser tel que c'était au moment de la projection, lors de la projection du béton. Nous avons été inspirés par l'état précédent des hangars. Ils avaient été à l'intempérie pendant des décennies et des décennies. Donc l'eau, le vent avaient laissé des traces, avaient laissé des marques sur les parties intérieures de l'enveloppe qui également datait de l'époque de la guerre. Et nous avons pensé que ce n'était peut-être pas là le côté le plus... la façon la plus stable ou la plus certaine de faire quelque chose, parce que, évidemment, nous avions peur que ça soit assez moche, mais bon, il fallait essayer. Nous allions essayer d'appliquer, ou disons d'avoir un peu ces traces du temps avec des moyens mécaniques. Nous avons peint avec de la peinture noire. Et lorsque la peinture était encore fraîche, nous avons demandé aux pompiers d'arriver avec des lances à eau pour la nettoyer.
Donc, c'était une sorte d'aquarelle, en fait. On a fait une sorte de travail d'aquarelle. Et là, bien entendu, c'était quasiment impossible de voir le résultat. Lorsque l'on est sur l'échafaudage, on ne voit que quelques mètres autour de soi. On ne sait pas exactement quel va être le résultat final. Si bien qu'on a dit aux pompiers de continuer comme ça sur 10 mètres de plus, en avant, en arrière, et peut-être à 7 mètres du fleuve. Enfin bon, le résultat a été visible par la suite lorsque l'on a retiré les échafaudages, comme vous pouvez le voir ici, dans une certaine mesure. Ça a donné un effet un peu presque dramatique à l'intérieur. C'est ce dont on avait besoin pour l'exposition. Comme vous avez déjà compris, nous pouvions restaurer le bâtiment et le béton. Ça a duré 3 ans. Les voisins n'étaient pas très contents parce qu'évidemment, on a travaillé en 3 par 3, en une tour de 3, et nous avions une date limite qu'il fallait respecter. Évidemment, il y avait un cahier des charges ici qu'il fallait absolument respecter. On était au 3-8. Mais là, et nous voulions absolument tenir les délais. Le bâtiment n'était à Tallinn, nous avons c'est un bâtiment qui n'avait jamais été chauffé. Et à Tallinn, nous avons des hivers tout à fait glacés. Et nous avons commencé à penser, mais comment pouvoir l'isoler? Nous avons utilisé de la mousse de façon à avoir une sorte d'isolation en respectant les formes, de façon à ne pas avoir, disons, d'angulation. Donc ici, les couches d'isolation ont été passées sur des épaisseurs de 10 cm. Qui a été projeté. Et vous savez, ici, la mousse se développe. C'est difficile de contrôler comment elle se développe, évidemment. Mais ici, la photographie ne rend pas bien compte de l'image réelle parce que, évidemment, quand il fait très chaud, ce n'est pas très bon parce qu'évidemment, le matériau réagit différemment, les jours de pluie également. Après, il y a la mer qui est proche. Et le froid, évidemment, c'est évidemment terrible parce que l'épaisseur du matériau n'apparaît pas. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons eu, au cours de la période de construction, nous avons eu un hiver magnifique. On avait l'impression que les hangars étaient enveloppés dans la glace, presque du cristal. Et puis, en faisant cette peinture à l'aquarelle à l'intérieur, nous devions faire quelque chose avec l'extérieur. Et nous avons respecté la même idée. Il fallait également isoler les murs. Nous l'avons isolé avec 3 cm d'un plâtre spécial qui a un pouvoir d'isolation qui représente la moitié de les plaques d'isolant de 20 cm. Donc, en faisant cette isolation avec ce plâtre, nous avons appliqué également la technique d'aquarelle. Donc, vraiment, ça devenait assez kitsch. Et bon, on savait que ça pouvait être assez moche, finalement. Mais nous avons pensé que nous pourrions repeindre le bâtiment également. Ça, c'était une autre option. Mais un petit peu différemment de l'état initial. Ici, pour les portes, nous avons fait des portes en verre. Des portes coulissantes en verre. Voilà quelques images ici de l'intérieur. Une des difficultés rencontrées également, c'était comment faire pénétrer, comment amener le sous-marin à l'intérieur du bâtiment. Il y a des chantiers navals qui se trouvent à côté, à 500 mètres de là, et ils nous ont proposé différentes options. Il y a des plaques sur roues que l'on peut, disons, louer en Angleterre, et ce qui permet de transporter le sous-marin dans la rue. Une autre était de couper le sous-marin en 3 morceaux, l'amener à travers la mer et de le reconstruire, le refaire en une pièce à l'intérieur. Aucune des options ne nous permettait l'utilisation d'une grue parce que
le bord de mer est si friable, si mou, que l'on ne pouvait absolument pas, disons, soulever 600 tonnes. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Finalement, nous l'avons tiré. C'est une technique assez nouvelle et créative. Pour cela, nous avons pris un tank du musée, un vieux tank, utilisé dans les années 70, utilisé pour remettre les trains sur les rails. Donc, avec un winch, il pouvait tirer 30 tonnes, mais il pouvait permettre de tirer 150 tonnes. Nous l'avons fait fonctionner plus lentement. Ici, nous l'avons mis sur coussin d'air de façon à ce que le sous-marin puisse être déplacé exactement comme les Égyptiens faisaient pour déplacer les grandes pierres sur des rondins de bois. Donc ici, nous avons utilisé des coussins d'air et nous l'avons, disons, tracté à l'intérieur du bâtiment en une seule pièce. Nous l'avons remorqué. Ici, vous pouvez voir, ici, là, c'est presque la fin du montage des ponts, des pontons, presque on pourrait dire. L'idée nous vient du 19e siècle, des ponts, des chemins de fer. Mais ici, chaque pont est complètement différent. Ici, disons, on a commencé à le faire en 3 dimensions pour pouvoir le monter. Ça devenait complètement un peu compliqué de savoir comment on allait pouvoir les encastrer de façon à ce qu'ils puissent se positionner. Et là, il y a des portes qui se referment devant l'entrée, qui permettent de laisser pénétrer la lumière. Parce que, bien entendu, quand on fait un musée, eh bien, il faut pouvoir toutes les pièces qui sont présentées, parce qu'autrement, il y a des points noirs dans l'espace. Mais en réalisant ce musée, ce que nous voulions faire également, c'était attirer l'attention du public sur les parties, sur ce chef-d'œuvre technique d'ingénierie extraordinaire, sur cet ouvrage d'art. Nous avons donc ces portes accordéons qui nous permettent de s'ouvrir doucement l'une par une, qui permettent de faire entrer la lumière du jour à l'intérieur du bâtiment. C'est un bâtiment très sombre et tout d'un coup, la lumière pénètre à l'intérieur. On voit l'espace, on voit la construction et on peut voir comment il a été conçu, comment il a été construit et quelle était, disons, sa fonction originale. Voilà une photo de la salle des machines. Ce n'est pas très intéressant, mais ici, cela me rappelle un peu que nous avons dû évidemment chauffer tout le bâtiment. Question assez compliquée, parce que quand on a 1300 mètres cubes à chauffer, eh bien, ce n'est pas un musée national qui peut trouver comment le faire comme ça naturellement. Et là, encore une fois, ça a été un nouveau point du projet où il a fallu que nous soyons très créatifs dans cette action de rénovation du béton. Mais nous avons dit, bon, écoutez, on nous a dit, écoutez, le concept ne va pas fonctionner, il faut réfléchir. On ne peut pas avoir toutes ces choses électroniques, tous ces appareils électroniques, parce que on ne va pas pouvoir mettre tout cela, parce qu'on ne pourra pas chauffer le bâtiment. Et à ce moment-là, nous sommes adressés à la Norvège. En Norvège, ils ont une expérience formidable de chauffage à base d'eau de mer, c'est-à-dire qu'il y a des pompes à chaleur qui, disons, sont immergées dans l'eau, quelle que soit cette température, et cela réchauffe un tout petit peu de cette eau, et après, l'eau est réinjectée dans la mer. Mais en faisant cela avec des quantités énormes d'eau, on peut réellement ainsi produire des quantités d'énergie très, très importantes. Et donc, nous avons décidé d'essayer. Bien entendu, il n'y avait aucune loi qui s'opposait à cela, parce que ça avait déjà été fait auparavant. Mais cela fonctionnait de façon incroyable. Et même en hiver, lorsque la température de l'eau de la mer
à moins 5 mètres et de 1 degré ou 1,5 degré, on peut prendre 1 degré, réinjecter 0,5 degrés dans la mer et chauffer le bâtiment à 17 degrés. Vous voyez que vraiment, ça a été une avancée incroyable parce que la différence de prix pour la maintenance représente 8 fois moins qu'un chauffage central par rapport à ce chauffage, disons, thermique avec de l'eau de mer. Voilà quelques-unes des photographies. Voilà l'état dans lequel on l'a trouvé. Vous pouvez voir donc ici, d'en haut, ici, il y a des trous qui sont ouverts. Ici, il y a une sorte de bâche dessus, mais qui n'est pas l'épreuve de l'eau. Ici, évidemment, tout est en friche. L'ambition, évidemment, du projet, étant donné que c'est sur le bord de la mer, à Tallinn, l'idée, c'était de faire un musée maritime. Et ce serait donc un projet très important pour ouvrir le bord de mer, pour ramener de la vie autour de la mer. Disons qu'avec la mer, nous avons une relation un peu heurtée. Parce que, évidemment, Tallinn est une ville qui était entièrement ouverte à la mer avant la Deuxième Guerre mondiale. Et après, je ne sais pas pourquoi je parle tant, à vrai dire. Ce n'est pas ma spécialité, mais disons, il faut que je vous explique un petit peu la situation. Quelles sont les raisons de tout cela? Il faut que je remonte un peu en arrière dans le temps. Dans l'Union soviétique, comme c'était une frontière occidentale du territoire soviétique. Donc, eh bien, en fait, le bord de mer jusqu'à 200 mètres à l'intérieur des terres était fermé au public. Donc, tous les bâtiments ont été construits à 200 mètres à distance du bord de mer. Et même, il n'y avait aucune fenêtre qui vous donnait sur la mer, parce que si vous avez des fenêtres pour pouvoir regarder la mer, on peut faire des signaux avec de la lumière, avec un espion qui vous attend en haute mer. Donc, c'était une espèce de paranoïa dans laquelle il se trouvait. Et donc, pour, disons, récupérer une situation qui remontait aux années 90, jusqu'à aujourd'hui, c'est une situation un peu difficile parce qu'évidemment, ici, des terres de haute valeur qui se trouvent au bord de l'eau. Tout le monde comprend que la vie doit avoir lieu près de l'eau. Ici, on a un plan d'urbanisme qui va lentement parce que tout le monde, évidemment, comprend la valeur, mais bien entendu, les propriétaires de ces terres veulent spéculer et ils veulent évidemment les vendre très cher. Et évidemment, on a avancé très doucement sur cette question. Mais ici, cette gare maritime, ce port maritime d'hydravion, se trouve à 1 kilomètre de la vie urbaine. Il est presque au milieu de rien. C'est un no man's land. Et voilà, la photo après. Donc une photo qui date de 2011. Nous avons également utilisé un dessin graphique de façon à pouvoir servir de base d'atterrissage des hélicoptères. Ici, on a des sites, on a un peu des cercles concentriques qu'on peut même voir sur les cartes de Google, sur Google Maps. Voilà ici une photo datant du mois d'avril 2010, juste le début des travaux de rénovation est là. En mois de mai 2012, lors de l'ouverture du musée, vous pouvez voir ici ces portes accordéons qui ont une fonction supplémentaire à celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Leur fonction est aussi une fonction d'invitation. Lorsque le musée est fermé, les portes s'ouvrent et toute l'exposition à l'intérieur est illuminée. Il y a un jeu de lumière. C'est comme un jeu, n'est-ce pas? Lorsque l'on marche là, on peut découvrir à chaque fois quelque chose de nouvel. L'idée, c'était un peu celle-là, non? De faire en sorte que les familles viennent, se promènent le long du bord de mer, viennent voir les bateaux, regardent le musée et découvrent, et envie d'en découvrir un peu plus. Ici, voici l'intérieur. Voilà un peu l'inspiration
nous avons prises pour le toit, le contraste entre les différentes lumières. Et ici, voilà le résultat au mois de mai 2012. Vous voyez que ici, il y a un sol en époxy bleu. Nous avons également fait des expériences avec le fluor. Lorsque on veut faire un sol de cette couleur-là et qu'on s'attend à avoir un large public, eh bien, l'époxy est un matériau formidable. Mais évidemment, pour faire un peu comme un fond de la mer, c'est un peu compliqué. Nous avons donc utilisé différentes couleurs, nous avons marqué, nous avons joué avec la densité des pigments pour obtenir l'effet souhaité. Donc, dans une certaine mesure, c'était un peu comme la peinture qu'on avait mise au plafond, n'est-ce pas, cette espèce de jeu d'aquarelle. Voilà la façade sud au mois d'avril 2010 et puis en 2012. Sur la façade, vous pouvez voir qu'il y a le restaurant sur la façade sud, avec une terrasse. Derrière les vitres, il y a la boutique du musée avec son entrée ici. Et puis, lorsque le bâtiment a été achevé, Europa Nostra, qui est un petit peu une collection des différentes organisations du patrimoine en Europe, a décidé que la rénovation méritait le Grand Prix du patrimoine culturel européen, car ça avait été une rénovation de béton qui avait été la plus complexe qui ait jamais été réalisée. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? La place, ici, sert de lieu pour la célébration d'événements tout au long de l'été. Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, voyez. Il y a tant d'événements, on peut faire tant de choses dans un musée que nous n'étions même pas prêts à la réaction du public. Tous les soirs, il y a des centaines de gens, 1000 personnes qui viennent là parce qu'il y a des sociétés d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Finlande qui veulent avoir leur événement là-bas. Mais nous n'avons pas suffisamment d'espace pour ça. Sur cette photo, vous pouvez voir également qu'il y a le pont supérieur qui rappelle l'inclination de la forme originale. Et donc, il faut grimper là-haut. Et en réalité, il y a le pont qui est en dessous, qui est soutenu par des haubans, et c'est celui qui se trouve sur la partie supérieure qui le soutient. Regardez le pont. On a l'impression d'avoir une créature sous-marine, une sorte d'alien que l'on voit ici. Donc chaque, disons, structure est différente, la forme suit différents rythmes, cadence à travers le bâtiment. Il y a différents matériaux, c'est une technologie du 19e siècle, hein, là où le métal, les boulons sont appliqués, mais toute la technologie, tout en détail, est très contemporaine. Cela rappelle un peu la structure métallique du 19e siècle, mais la technique est très contemporaine. Voilà les canons, les personnes qui sont au restaurant, dans le sous-marin. Et voilà la photo des différentes réactions. Le bâtiment, depuis son ouverture, c'est vraiment c'est le lieu qui accueille des représentations musicales, de ballet. Disons que c'est un lieu qui accueille beaucoup d'événements. Une acoustique pour les musiciens, paraît-il, elle est assez difficile. L'acoustique est la même qu'auparavant. À un moment donné, on a pensé à un plâtre acoustique dans la structure, dans la coupole, mais nous avons décidé de ne pas le faire,
quand les avions démarraient dans le hangar, et le bruit était énorme pendant quelques secondes et puis il résonne le long de cette structure en coupole pour les musiciens. Lorsqu'il n'y a qu'un instrument ou une personne qui chante, ça va. Mais lorsqu'il y a un concert avec un système, avec une sono, c'est terrible parce que, évidemment, les sons se répercutent sur les parois et les sons se mélangent. Des concerts, des défilés de mode. Vous voyez la vie à l'extérieur et tous les gens qui font la queue. Pour vous, c'est presque une image quotidienne. Au Louvre, dans les musées, les gens font la queue. Parfois, c'est la billetterie qui est lente et on ne sait pas pourquoi on doit attendre. Et parfois, il y a des queues immenses. Mais pour nous, ce n'est pas habituel à Tallinn. Parce qu'en général, le nombre de visiteurs dans un musée de 50 000 personnes par an, le plus grand musée, c'est le musée d'art, avec 100 000 visiteurs par an. Mais ici, c'était une telle attraction que pendant 2 ans et demi, c'est-à-dire dès le départ, dès son ouverture, nous avons eu plus d'1 million de visiteurs. Donc c'est énorme pour nous. Nous avons pratiquement le même nombre de visiteurs qu'il y a d'habitants dans toute l'Estonie. Tout à côté du musée, il y a également des lieux qui accueillent d'autres activités, comme ici les hydravions. Je dois reconnaître que, en réalisant ce type de projet, je vis tellement le projet que lorsque nous avons lancé ce projet de rénovation et en ignorant si ça serait viable ou non, je me suis allée à l'école de pilotage privé pour essayer de comprendre la raison pour laquelle le bâtiment avait été conçu ainsi. Comment est-ce que ça fonctionnait? En fait, aucun avion Ilianumor, les avions immenses dont je vous ai parlé, n'est jamais arrivé là-bas. Le bâtiment a été finalisé en 1916 et une année après, il y a eu une révolution. Mais au cours de l'hiver suivant, en 1917, il n'y avait aucune liaison entre Saint-Pétersbourg et Tallinn. Et en fait, les avions de Iliamuramin font presque partie des avions qui rappellent les papillons. Donc voilà mon histoire sur ce port maritime d'Hydravion. Et je crois que je vous ai raconté 4 histoires différentes et je crois que l'heure est venue de poser des questions. Thank you very much.